Mercredi 10 décembre, bienvenue au journal sur la télévision Labari, dont en voici le sommaire. 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme en ce 10 décembre. À l'occasion, la représentation de l'Union européenne au Niger a organisé ce matin une session d'information à l'intention des défenseurs des droits de l'homme. À Niamey toujours, mais au Palais du Congrès, cette fois-ci, les ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de la zone UEMOA étaient en conclave. Sur la table, la volumineuse et difficultueuse question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA. Après le sommaire, voyons le détail. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Née en 1948, dis-je, la Déclaration universelle des droits de l'homme a aujourd'hui 66 ans. 66 ans que l'humanité se bat pour une émergence des droits de l'homme. À Niamey, et en ce jour anniversaire, c'est la représentation de l'Union européenne qui emporte le flambeau à travers une session d'information au bénéfice des défenseurs de ces droits. Souleymane Barma et Ibrahim Abdou pour les détails. Pour commémorer le 66e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme, la représentation de l'Union européenne au Niger a organisé une session d'information sur l'appel à proposition de l'instrument pour la démocratie et les droits de l'homme, IEDDH, à l'intention des ONG et associations. L'Union européenne a toujours accompagné le Niger dans ses efforts pour l'atteinte de ses objectifs dans le domaine des droits de l'homme. Donc ici au Niger, comme partout dans le monde, donc dans nos représentations diplomatiques, nous saisissons l'occasion pour rappeler donc notre partenariat, donc en l'occurrence ici au Niger, l'importance que nous attachons et le soutien que nous donnons à travers des instruments, comme nous avons un instrument européen donc de démocratie et de droits de l'homme, et dans tous nos programmes, que ce soit donc l'éducation de base des enfants, la lutte contre les mariages forcés, que ce soit donc les droits économiques et sociaux, la lutte contre la pauvreté, dans tous nos programmes, donc nous avons des actions à ce titre. Ici au Niger, vous savez d'abord l'Union européenne était un acteur majeur, donc est intervenu à accompagner donc le Niger dans le cadre de la transition. Donc vous savez qu'il y a eu en 2010 donc un coup d'État, donc il y a eu une transition démocratique qui s'en est suivi. Il y a eu l'accompagnement au niveau des élections et puis un soutien extrêmement important donc dans le cadre de ces instruments du Fonds européen de développement, donc dans le cadre du 10e FED déjà, et maintenant un soutien qui va se poursuivre dans le cadre du 11e FED. Outre ces efforts, plusieurs actions sont prévues par l'Union européenne dans le cadre de l'appel à proposition de l'IEDDH en sa 3e phase. Nous allons démarrer justement donc dans le cadre de l'instrument européen des droits de l'homme, donc un appel à proposition. Donc nous attendons donc des projets très concrets sur des thèmes donc liés donc aux droits de l'homme ici au Niger. Et donc cette session donc sera suivie donc de discussions avec les ONG qui vont soumettre donc des projets à cet égard. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un montant donc global de 600 millions d'euros donc qui vont démarrer avec 4 axes stratégiques majeurs. Donc un axe qui est donc la bonne gouvernance, la justice, la sécurité. Un deuxième axe qui est la sécurité alimentaire, donc c'est un sujet extrêmement important ici au Niger. Un troisième qui est l'appui aux secteurs sociaux, donc éducation et santé. Et finalement un quatrième qui est l'appui aux infrastructures et au désenclavement du pays. Donc voilà, donc nous allons poursuivre donc nos actions à cet égard et je pense que nous apprécions donc les efforts donc pour le développement. Selon les études sur le terrain, le Niger occupe une place de choix dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'homme, et cela malgré les multiples contraintes.
Réunis au Palais du Congrès ce matin, les ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de la zone UEMOA se sont concertés et ont débattu à bâton rompu sur des solutions à apporter au lancinant problème de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace. Nos reporters Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou y étaient et nous en parlent avec force détail. Suivons-les. Comment faire face à la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA? C'est à cette grosse interrogation que les ministres de l'Agriculture et de l'Élevage des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vont tenter de trouver une réponse idoine pour le bien-être de la population de cette région. Les participants à cette rencontre de Niamey vont analyser la campagne agricole 2014 avec la collaboration de la CEDEAO, du SILS et de la Commission de l'UEMOA, 3 institutions prêtes à accompagner les États membres de l'UEMOA. La situation alimentaire et nutritionnelle de la région nous interpelle à plus d'un titre, non seulement pour un besoin de renforcement des dispositifs de suivi, mais aussi et surtout de mise en place des leviers indispensables pour lesquels nous devons agir à court, moyen et long terme pour éradiquer définitivement les maux de la région. C'est tout le sens de notre réunion de ce matin qui nous amène à nous rapporter aux travaux des experts afin de retenir les options à promouvoir en vue de leur validation par la prochaine réunion du comité de haut niveau, prévue en mars 2015 et dont je compte sur votre participation massive. Cette réunion de Niamey est la 3e du genre au cours de l'année 2014, ce qui témoigne de la ferme détermination des chefs d'État des pays de l'UEMOA à lutter contre l'insécurité alimentaire. Les échanges fructueux issus des rencontres précédentes nous ont permis de retenir de fortes recommandations dont la mise en œuvre devra impliquer l'ensemble des acteurs à tous les niveaux de l'espace UEMOA. Ces recommandations, vous le savez, portent essentiellement sur les éléments suivants. La mobilisation des appuis d'urgence aux États membres pour la mise en œuvre de leur plan de réponse 2014 en faveur des personnes en insécurité alimentaire, pastorale et victimes des inondations. La mise en œuvre de réformes structurantes visant la transformation durable de l'agriculture de l'Union. Le renforcement des dispositifs nationaux de collecte, de traitement et de stockage des données. L'accélération de la formulation et de la mise en œuvre des priorités résilience pays. Le renforcement de la fonctionnalité des cadres de concertation et de dialogue, l'appui aux États membres dans la gestion concertée de la transhumance transfrontalière et pour la mise en œuvre d'initiatives de développement complémentaires. Notre rencontre d'aujourd'hui doit véritablement être mise à profit, je l'espère, pour jeter un regard critique sur l'état de mise en œuvre de nos propres engagements et analyser sans complaisance la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle qui prévaut dans la région en vue de dégager les voies et moyens de sa consolidation. Globalement, la campagne agricole 2014-2015 est satisfaisante dans la zone UEMOA où la production est évaluée à 18,87 millions de tonnes, avec une stabilité des prix des céréales sur les marchés, mais une hausse des prix des animaux selon les experts. Cette troisième réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de la zone UEMOA, justement, s'est achevée, apprend-on à l'instant. Des ministres qui, avant de se séparer, ont pris soin de prendre une série de décisions et de formuler des recommandations. Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou pour le résumé.
Après une journée d'échange, les ministres de l'Agriculture et de l'Élevage des États membres de l'UEMOA réunis à Niamey ce 10 décembre 2014 se sont engagés à travailler dans le cadre de la politique agricole de l'Union et de l'Alliance globale pour la résilience, renforcer la résilience des populations vulnérables et promouvoir durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour ce faire, la réunion de Niamey recommande à l'endroit des États membres accélérer l'institutionnalisation des cellules nationales cadres harmonisées, outils consensuels pour l'identification et l'analyse des zones à risque des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Élaborer ou actualiser les plans de réponse en vue de prendre en charge les populations en insécurité alimentaire. Renforcer les services pourvoyeurs de données de base en matière de collecte, de traitement, d'analyse, de stockage et de diffusion des données de qualité. Renforcer la concertation des structures chargées des statistiques agricoles et le ministère sectoriel chargé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Poursuivre la sensibilisation des États membres pour une plus grande fluidité des échanges des produits agro-silvopastoraux et halieutiques. Travailler davantage à la prévention de la sécurité alimentaire par l'accroissement des investissements dans les programmes structurants de développement de l'agriculture, notamment ceux relatifs à la maîtrise de l'eau pour les productions agro-silvopastorales et halieutiques. Assurer la veille sur la situation pastorale et organiser de manière régulière la collecte des données y afférentes en vue de faciliter notamment la gestion des parcours et l'élaboration des plans d'intervention d'urgence. Créer les conditions pour une meilleure gestion des excédents des productions agro-silvopastorales et halieutiques et leur écoulement. Valoriser davantage les informations issues du dispositif de prévision saisonnière, pluviométrique et hydrologique dans le cadre de la préparation des campagnes agricoles. À l'endroit des organes et institutions de l'Union, soutenir les dispositifs nationaux d'information pour la collecte et l'analyse de données, y compris celles animales, halieutiques et ressources forestières non ligneuses sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers notamment les plaidoyers auprès des instances de l'Union. Assurer la cohérence et la complémentarité des différentes initiatives développées dans la région. Mobiliser les ressources de façon urgente et immédiate pour venir en aide aux pays en situation de déficit. Poursuivre les efforts de soutien aux pays dans la prévention, la prise en charge des maladies Ebola et le renforcement des moyens d'exemple des ménages affectés. Faire un plaidoyer en direction des États membres de l'Union pour mettre les services vétérinaires nationaux aux normes de l'Organisation mondiale de la santé animale. Accroître les ressources allouées au Fonds régional de développement agricole FRDA et mobiliser les ressources additionnelles pour le financement du programme décennal communautaire de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Accélérer la mise en œuvre de la phase 2 du programme hydraulique villageoise. Accélérer l'opérationnalisation des organes prévus pour la gouvernance du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'UEMOA. Renforcer les capacités opérationnelles du CILS et des États membres pour la mise au point de méthodologies harmonisées en matière de statistiques de pêche, d'élevage et des cultures végétales, notamment les tubercules et les fruits et légumes, en vue notamment de la publication prochaine des bilans alimentaires. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, accroître leur soutien aux efforts des États et de l'organisation intergouvernementale pour le renforcement de la pérennisation et de l'efficacité des dispositifs nationaux d'information afin de leur permettre de renseigner correctement le cadre harmonisé. Les ministres ont exprimé leur satisfaction sur les résultats de la réunion, ont félicité la Commission de l'UNO pour ses multiples initiatives en faveur du renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience des populations et l'ont encouragé à poursuivre ses efforts pour une transformation durable et inclusive de l'agriculture de la région. Une motion spéciale a été formulée à l'endroit du président de la République Issouf Mahamadou pour son engagement pour l'autosuffisance alimentaire. La libération hier du dernier otage français dans le monde, Serge Lazarevic, on y revient, l'actualité oblige. La joie, donc après la joie, et comme d'habitude en pareilles circonstances, vient maintenant le temps des questionnements, des doutes, voire des supputations. Y a-t-il eu, oui ou non, paiement de rançon, ou alors s'agit-il simplement d'un échange de prisonniers, comme le véhicule une rumeur insistante? En tout cas, Hassan Saleh Mustafa s'y investi pour nous aider à démêler les fils de l'écheveau. Nous l'écoutons. On commence à voir clair dans la libération de l'otage français Serge Lazarevic. 24 heures après l'annonce, des réactions fusent de partout dans le monde. Des réactions de joie, mais aussi d'indignation. Si du côté de la France, l'on félicite et remercie tous ceux qui, en France, au Mali et au Niger, ont contribué à libérer Serge, notamment le président français François Hollande et le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius ont tous salué l'acte. Par contre, au Mali, ce sont les organisations de défense des droits de l'homme qui ne sont pas du tout contentes.
Elles sont indignées après la libération des 4 auteurs présumés de violations de droits humains et appellent les autorités maliennes à stopper l'hémorragie. 4 personnes impliquées dans des affaires rocambolesques et qui ont des liens avec des groupes terroristes qui sont libérés par les autorités maliennes en échange contre Serge. Ce qui vient de confirmer la déclaration de Hollande, la France ne donne pas de rançon aux terroristes pour obtenir la libération d'un otage. Fin de citation. Ainsi, les organisations de défense des droits de l'homme du Mali restent fermes. Les autorités maliennes doivent reprendre tous les auteurs présumés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et les juger pour ces faits. Si nous comprenons la nécessité de trouver des moyens pour libérer les otages, nous considérons que ces solutions ne doivent pas violer le droit des victimes et le principe de la séparation du pouvoir au Mali, déclarent ces organisations. Libération de Serge Lazarevic, quel rôle le Niger a joué? Une question qui mérite une réponse précise, mais le ministre nigérien des Affaires étrangères Mohamed Bazoum a déclaré sur RFI que c'est le président Hollande qui a demandé au président de la République Issoufou Mahamadou de s'occuper du cas de Serge après le succès qu'il avait eu dans la libération des otages d'Arlit. Le président de la République Issoufou a mis en place une équipe et il a confié cette mission à Mohamed à côté, précise le ministre nigérien des Affaires étrangères Mohamed Bazoum. Nous voilà éclairés, merci Hassan Saleh Mustafa. Le mariage des enfants au centre d'une conférence publique organisée ce matin par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une énième démarche d'information et de sensibilisation à l'endroit du public que nous rapportent Asmana China et Chebou Guissou. C'est avec cette conférence publique sur le thème protection des droits de l'enfant, travaillons ensemble pour décourager le mariage des enfants que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a bouclé sa campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes en ce 10 décembre, journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Occasion pour les conférenciers d'aborder la problématique des mariages précoces et forcés, un sujet d'actualité dans nos sociétés. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme étant une violence? Je vous ai dit que c'est parce que ça limite les libertés individuelles, notamment en niant le droit de choisir et le droit de consentir. Et qu'est-ce que c'est qu'une violence? C'est-à-dire c'est l'usage intentionnel ou la menace d'usage de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre une personne, un groupe ou une communauté. C'est ce qui risque d'entraîner ou qui entraîne, n'est-ce pas, des conséquences sur la santé physique, mentale et sociale de celui ou de celle qui en est victime. Donc voilà, c'est pour cela qu'on a défini la violence d'abord. J'ai dit, c'est l'usage intentionnel ou la menace d'usage de la force physique ou du pouvoir. Cette conférence a été enrichie par la participation active des participants qui sont des étudiants en droit, à la grande satisfaction des organisateurs. Le HCR a voulu, n'est-ce pas, intéresser la communauté estudiantine, étant donné que c'est une jeunesse, n'est-ce pas, qui peut contribuer suffisamment dans le cadre de la prévention, n'est-ce pas, de violences faites à la femme, de violences faites à la femme, faites à l'enfant, dans le cadre effectivement de violences faites aux victimes, aux femmes en général. Ils font partie des personnes ressources qui peuvent être utilisées évidemment pour tout d'abord comprendre la problématique des violences faites à la femme, des violences faites à l'enfant, et à leur compréhension, ils peuvent facilement véhiculer les messages dans la communauté. Il est question de la conscientisation de cette jeunesse, parce que la jeunesse, c'est elle qui est même victime, n'est-ce pas, de tous les maux liés aux violences faites à la femme. Et que donc, si nous sommes à mesure, n'est-ce pas, de conscientiser la jeunesse, nous avons beaucoup plus de chances d'aboutir à des résultats nécessaires pour la protection de la jeune fille. Des sketchs et un film se rapportant au thème ont permis à la foule de saisir davantage la question du mariage des enfants considéré comme une violence car il porte atteinte à leurs droits.
La fête tournante du 18 décembre Dosso 2014, elle s'approche à grands pas, ainsi que le colloque international sur les relations entre la région de Dosso et les États voisins de Sokoto et Kebbi au Nigeria, qui va avec. Alors, le comité scientifique chargé de l'organisation du colloque est à pied d'œuvre pour en faire un succès. Ce matin même, à l'université Abdul Moumouni de Niamey, le comité a tenu une réunion que nous résument Adam Soumana et Halidou Bourema. La présente rencontre réunissant la dizaine de membres du comité scientifique vise à mettre les pendules à l'heure dans les préparatifs du colloque international sur les relations entre les régions de Dosso, Sokoto et Kebbi. Un colloque qui sera riche en thématiques. Nous allons avoir à peu près 4 thèmes principaux. Un thème traitera de l'espace et du peuplement, parce que avant la déclaration franco-britannique du 5 août 1990, qui a inventé la ligne Saïd-Baroua et la convention de 1998, et puis toutes les autres conventions qui ont suivi en 1919 notamment, il n'y avait pas de barrière entre les populations de cette zone de Dosso, Kebbi, Sokoto. Donc, comment l'espace a été occupé, comment le peuplement s'est fixé progressivement, quels sont les types de rapports que ces peuples ont entretenus, au-delà des guerres qui sont intervenues, nous devons tirer quels sont les facteurs unificateurs qui existent et qu'il faut mettre en valeur pour une meilleure collaboration, pour de meilleures relations entre les Nigériens et les Nigérians. Il y aura également un thème qui sera consacré à l'État, les institutions et l'économie. Il y aura l'aspect culture et religion, parce que les religions, aussi bien traditionnelles, mais surtout l'islam, sont un facteur intégrateur dans cet espace. Pour la réussite de ce grand rendez-vous scientifique, plusieurs sous-comités ont été mis en place avec pour chacun des missions bien déterminées. Nous avons mis en place 7 sous-comités. Alors, il y a évidemment le premier sous-comité, il est relatif au secrétariat et à la documentation. Comme il s'agit d'un travail historique, il faut bien qu'il y ait de la documentation. Nous avons aussi un autre sous-comité, c'est les finances et le matériel. Le troisième sous-comité, c'est un comité qui va être chargé, qui a déjà été chargé et qui effectue merveilleusement sa mission. Et bien, c'est les missions et enquêtes de terrain. Nous avons aussi un autre comité qui s'occupe de la communication, un autre comité qui est relatif à ce qu'on appelle donc le sous-comité scientifique. Nous avons aussi un autre comité qui, comme vous l'imaginez, dont la tâche n'est pas facile. Il s'agit du transport, de l'accueil et de l'hébergement des participants. Et enfin, un dernier sous-comité, il est relatif à art et patrimoine. Le sérieux dans les préparatifs de cet événement ayant fait écho au-delà des frontières nationales a suscité un engouement du côté de la communauté scientifique du grand voisin du Sud. Extraordinaire. D'abord, c'est effectivement, nous faisons œuvre de pionnier. C'est la première fois que cela va se faire et je pense que le ministre d'État Al-Badé a déjà accepté le principe, si Dieu nous prête vie, que toutes les autres éditions puissent comporter ce colloque. Mais ce qui est fondamental et surprenant, c'est l'engouement que ce colloque a suscité auprès de nos collègues du Nigeria. Nous avons déjà plus d'une 50aine de propositions de communication venues du Nigeria, en plus de plus d'une 50aine de propositions de communication du Niger. Autrement dit, si nous devons tout prendre en compte, nous aurons au moins une centaine de communications, ce qui est extraordinaire. Cependant, force est de constater que quelques problèmes persistent encore dans l'organisation. Les difficultés, ma foi, vous le savez, l'une des difficultés, c'est évidemment l'hébergement des participants au colloque. Quand je dis l'hébergement, cela veut dire qu'il faut leur trouver évidemment des logements décents compte tenu de leur niveau de responsabilité dans les universités où ils sont. Mais il faut aussi, à l'intérieur de la ville de Dosso,
une fois que l'hébergement est déterminé, il faut aussi les transporter jusqu'au lieu de colloque, et n'est-ce pas, et matin, midi et soir. Donc sinon, je pense que c'est ce problème, mais compte tenu de la disponibilité et de nos amis qui sont à Dosso, je pense notamment au gouverneur, je pense aussi aux maires et à leurs collaborateurs, et bien ma foi, les problèmes d'hébergement sont en train de trouver des solutions satisfaisantes. Avis donc aux bonnes volontés pour venir en appui au comité scientifique dans le cadre de ce colloque afin de contribuer à l'éclat de ce rendez-vous de Dosso. La République étant à l'honneur, opérateurs économiques, entrepreneurs et autres, l'heure du patriotisme a donc sonné. De la communication qui en chasse une autre en ce mercredi 10 décembre, et c'est à la société Nigerlais que nous allons nous rendre à présent, elle qui a fait le choix, vous allez le voir, d'ouvrir depuis un certain temps ses installations publiques. Ce matin, ce fut le tour des écoles de santé et de leurs responsables de vivre cette expérience, cette ultime odyssée. Nasser Dantoufou et Aboubakar Souley nous y conduisent. Suivons-les. Après les hommes de médias, les distributeurs agréés, c'est le tour des étudiants, des écoles de santé et les responsables des centres de santé de découvrir les merveilles de la prestigieuse société Nigerlais SA. Visite qui les a conduits de la réception du lait cru au laboratoire à la mélangeuse jusqu'à la grande chambre froide. Une visite qui a émerveillé plus d'un. Je suis beaucoup impressionné. Nigerlais, c'était effectivement une usine de mon rêve. Moi, je suis un étudiant burkinabé et dès que je suis arrivé, j'ai adressé une lettre pour visiter l'usine. Effectivement, à l'occasion de ces 20 ans, ça m'a permis effectivement de visiter ces installations et je suis effectivement beaucoup impressionné. Je suis tout à fait impressionné par son entreprise. Si je pouvais le dire, même en train de rêver, si ça pouvait m'appartenir, vraiment je suis émerveillé. Ils ont vraiment une très bonne hygiène. Et à la sortie, je pense que je vais sensibiliser les autres pour pouvoir continuer à prendre les produits Nigerlais. Les ravis de la visite, tout le soupçon qu'on croyait que le Nigerlais, surtout le lait, on a des soupçons surtout sur le lait. C'est un aliment qui est trop apprécié par les gens, mais le soupçon c'est que ça doit être fabriqué dans les qualités. Donc on a vu, vraiment c'est bien fait, toute l'hygiène est respectée. À travers cette visite, les défenseurs des consommateurs estiment que les produits Nigerlais est à consommer sans aucune crainte. Les normes de fabrication moderne sont respectées au maximum. Cela nous édifie beaucoup et nous rassure par rapport aux éventuelles conséquences que les aliments peuvent avoir sur la santé de nos consommateurs. Dès l'étape collecte de la matière première, je crois que les tests de barrage et de sécurité qu'on a établis sont assez rassurants. Et au finish, quand on suit tout le processus, on ne peut être qu'édifié parce qu'en réalité, nous avons l'habitude des fabrications archaïques de nos aliments. Là, c'est vraiment moderne et les normes sont respectées. Je crois que les consommateurs peuvent amuser avec toute l'assurance. Ces visites guidées du Nigerlais SA rentrent dans le cadre de la commémoration de ces 20 années d'existence. Ça vaut bien le détour, Nasser Dantoufou. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez. Nous vous en sommes gré de tout cœur. Au revoir.